Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de La Pétillance et aujourd'hui je suis accompagnée de la belle Alice. Coucou Alice, comment tu vas ? Coucou, ça va et toi ? Ça va super, merci. Ça va, t'es pas trop stressée ? Non, ça va. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Alice. Et j'aimerais d'abord que tu t'intitules un peu ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as et qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien. Alors du coup, moi c'est Alice, j'ai bientôt 22 ans et ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est de faire plein de choses. J'arrive pas à m'arrêter, je fais plein d'activités, Je fais des études d'architecture d'intérieur et 1000 autres activités à côté, dont des ongles. C'est vrai parce qu'Alice, au cas où ça intéresse certaines personnes, elle a un compte Instagram dédié justement aux ongles qui s'appelle Ongles de pute. On vous mettrait tout ça en description de l'épisode. Et j'en ai actuellement qui sont ultra bien faits. Donc voilà, c'était la petite pub. Alors, on va parler aujourd'hui d'un certain monsieur et je t'avais demandé de lui trouver un petit nom qui va être... Monsieur Charles. Pour ceux qui ont la réponse, c'est Charles et Alice. Ou Alice et Charles, je sais plus. Charles et Alice, la compote. La compote. Est-ce que tu pourrais me resituer, à quel moment de ta vie tu as vécu cette histoire avec Charles et brièvement, qui il a été pour toi, si ça a été un premier amour Ok, ça s'est situé environ en 2019, juste avant le Covid. Le Covid, on n'en parlait pas vraiment, etc. C'était septembre avant le Covid, on va dire. Ça a duré jusque 2021. Début 2021, mi-2021. Et c'était mon deuxième amour, entre guillemets, ma deuxième relation et ma dernière relation d'ailleurs. Depuis, je n'en ai pas eu. Voilà. Comment vous êtes rencontrés, Charles et toi ? Charles et moi, nous nous sommes rencontrés grâce à des potes. En fait, on avait beaucoup de potes en commun. Et du coup, en fait, force de faire des soirées avec eux, c'est là où j'ai connu ce fameux Charles. Et on a commencé à faire plein de soirées ensemble et à très bien s'entendre en amitié et ensuite à dériver une relation un peu plus que amicale. Est-ce que c'est toi qui étais engageante en lui faisant comprendre que tu en voulais un peu plus avec cette personne, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait par lui ou par tous les deux ? C'est plutôt lui qui voulait. Moi de base je voulais pas me remettre dans une relation, je sortais d'une relation assez toxique. Il m'a plus ou moins fait comprendre qu'il voulait évoluer dans une certaine relation, donc je me suis dit que ça changeait pas grand chose à notre relation pour l'instant où on n'était pas en couple, mais c'était tout comme. Donc je me suis laissée emporter par le couple, entre guillemets. Combien de temps elle a duré du coup cette histoire ? Elle a duré 1 an et demi. On n'a pas été en couple 1 an et demi, mais c'était tout comme, plus ou moins tout comme. Vous allez comprendre pourquoi. T'es tombée amoureuse rapidement de la personne ? Alors je pense pas tomber amoureuse parce qu'à chaque fois j'ai essayé de tomber amoureuse en fait, parce que du coup avec mon autre relation je m'étais vachement bloquée au niveau de mes sentiments et j'ai essayé de lâcher prise, etc. Sauf qu'à chaque fois que j'ai lâché prise il y a eu des petits événements qui ont fait que ça m'a rebloquée. Des événements qui par exemple touchaient la confiance que t'avais en lui ? C'est ça, la confiance, l'estime, même le respect, tout faisait que du coup à chaque fois j'essayais de tomber amoureuse et que je commençais à y arriver. Ça durait pas plus de 2 semaines parce qu'il y avait un événement qui allait mettre fin à tout ça. Et qu'est-ce qui t'a fait rester finalement ? Je pense que ce qui m'a fait rester, c'est le fait de croire en lui, parce que malgré ça, je pense qu'il pouvait évoluer. J'ai beaucoup cru en lui et malgré le fait que je ne l'aimais pas amoureusement, je voulais vraiment le faire évoluer. Ce qui n'est pas mon rôle et ce que je pense que j'aurais pas spécialement dû faire, mais j'ai essayé de le faire évoluer et c'est ça qui m'a fait rester. À ce moment-là, tu pensais que c'était quelqu'un qui avait des problèmes avec lui-même et ou son environnement et son entourage, et est-ce que tu te sentais du coup... est-ce que tu penses que tu avais un peu ce truc du syndrome du sauveur ? Je sais pas si c'était le syndrome du sauveur, en revanche, c'était quelqu'un qui n'avait pas grand monde à qui se confier et qui m'a fait entièrement confiance avec les événements qui se sont passés. Et s'est totalement reposé sur moi et j'avais pas envie de, entre guillemets, l'abandonner parce que il allait le ressentir comme ça. Et d'ailleurs, il l'a ressenti comme ça quand je l'ai quitté. J'avais pas envie de l'abandonner parce que je me disais que ça allait être
j'étais la personne qui le poussait vers le haut et l'unique personne qui le poussait vers le haut, j'avais l'impression. En tout cas, qui avait les épaules de le pousser vers le haut. Qu'est-ce que tu faisais pour le pousser vers le haut, par exemple? Alors, il y a eu plein de petites aventures, mais ce qui m'a fait, en fait, qu'il me fasse aussi confiance à ce que, justement, je prenne le rôle de le pousser vers le haut, ça a été le fait que j'ai découvert 8 ans de mensonges. En fait, ce Charles est philippin, donc il est arrivé à 13 ans en France, et depuis qu'il est en France, il ment. Je sais pas si c'est de la mythomanie. Sur son identité, tu veux dire? Sur son histoire, sur son passé, sur son présent, sur son futur. Il ment sur tout. Et en fait, à tel point qu'il se sentait pas légitime. Ses amitiés, il se sentait pas légitime de ses amitiés. Et qu'est-ce qu'il disait, par exemple? En fait, il était dépressif, mais tout seul, puisque du coup comme il mentait, il pouvait pas nous le dire. Et quand je l'ai découvert, il m'a dit, enfin je lui ai dit qu'il allait le dire à ses amis, et une fois qu'il l'avait dit à ses amis, il me dit mais j'ai enfin l'impression de mériter les amis parce que du coup il m'aime pour ce que je suis et pas spécialement pour ce que j'ai fait et pas pour mon passé, etc. En fait il s'était tellement enfermé dans le mensonge que plus rien n'était légitime pour lui et il continuait de mentir. C'était maladif. Je sais pas si c'était la mythomanie, mais ça ressemblait beaucoup. Donc tu penses que son arrivée en France, il a peut-être essayé de se construire une histoire et se construire une personnalité autour de ses mensonges qui du coup lui procurait un sentiment de non-légitimité face aux gens qui le fréquentaient parce que peut-être qu'il se sentait pas véritablement lui-même, connaissant lui qui il était réellement. Donc tu me disais qu'il y avait beaucoup de soucis entre vous qui faisaient que toi finalement tu perdais confiance et tu perdais de l'estime que tu avais pour cette personne. Est-ce que c'était ça tout au long de la relation ou est-ce que tu as quand même vécu des moments vraiment de plénitude avec cette personne où tout allait pour le mieux? Alors tout allait pour le mieux mais lorsqu'on n'était pas en couple. À partir du moment où on a été en couple, c'est là où tout a dégringolé. Donc ça a été pendant 8 mois, ça a été très bien parce que de base je me voyais pas en couple avec lui parce que il se droguait et je savais que j'avais pas envie de ça dans une relation. Après c'est purement personnel, c'est juste que moi je consomme rien quoi. Mais en revanche je me disais ça change de mon ancienne relation parce que lui est indépendant, lui me dit qu'il ne va pas s'attacher trop vite et moi ça me faisait peur le fait que la personne s'attache trop vite parce que c'était arrivé avec mon ex et au moment de se quitter ça a été très très dur pour lui et du coup pour moi parce que j'avais pas envie de le blesser je me disais c'est cool, il a l'air indépendant, il se débrouille par lui-même, il fait plein de choses par lui-même et du coup ça m'a poussée à démarrer un peu une relation amicale et plus avec lui et ensuite à s'engager sur une relation de couple même si c'est pas forcément ce que je voulais, c'était tout comme. Donc oui il y a eu des moments de plénitude et on était très complices et on s'amusait vraiment bien ensemble, mais voilà, avant la dégringolade. Et quel est le moment parmi votre histoire qui t'a le plus vraiment un souvenir heureux que tu aurais avec? Qui t'a pu procurer de joie? Je pense que c'est... on était en vacances à Biscarrosse et en fait il travaillait à Soustou, donc juste en dessous. J'étais en vacances avec des potes. Et au final, il a décidé de me rejoindre, ce qui n'était pas du tout prévu. Et du coup au final ça s'est fait et j'étais trop contente d'aller le chercher et j'étais trop heureuse de pouvoir le voir et puis de pouvoir faire ces vacances avec mes potes, donc qui sont extrêmement importants à mes yeux, et ses potes. Et quel est au contraire le souvenir qui a été le plus difficile pour toi à vivre? Pas forcément quand vous étiez ensemble, mais sur la relation d'une façon générale. Alors là, il y en a eu plusieurs. Je pense que c'était un soir où il était chez moi, donc à Lyon. J'étais chez mes parents. Et en fait, j'ai eu un FaceTime avec son ex, où en fait on s'est rendu compte qu'il était encore en couple avec elle, pendant que moi j'étais en relation avec lui. Comment t'en es arrivée à être en FaceTime avec son ex? Alors en fait c'est parce que elle s'inquiétait pour lui, parce que elle m'a envoyé un message et elle m'a dit écoute je pense que tu sais qui je suis, et effectivement je savais. Elle m'a dit je veux aucune relation maintenant avec que maintenant il m'a trahi. En revanche je veux pas qu'il se suicide ou je lui veux pas de mal, donc est-ce que tu peux s'il te plaît veiller sur lui? J'étais genre mais pourquoi tu lui en veux, etc. Elle dit et elle était un peu piquante et elle me disait bon écoute je pense que tu le sais,
Est-ce qu'elle était aussi au courant du coup de tous ces mensonges? Non, elle était au courant de rien, elle était au courant de... Je savais rien de Charles et j'ai juste eu un FaceTime avec cette fille. Et en fait, de base, c'était simplement une histoire de tromperie. C'était pendant qu'il était avec Lucie. On peut dire Lucie. Ok. Pendant qu'il était avec Lucie, moi j'étais en relation avec Charles et au final, ça n'a pas... Ok. Donc en fait, finalement, elle t'a contacté pour des raisons vraiment bienveillantes de ouais. Alice, fais attention à Charles, je le sens un peu instable. Oui, moi je suis plus là pour... je suis plus là, mais en même temps à m'en vouloir, puisque du coup elle pensait que j'étais au courant. D'accord. Et du coup on s'est eu en FaceTime et c'est là où je fais ah bah attends, on a vu en 2-3 messages qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on a décidé de faire un FaceTime pour s'expliquer et c'est là où elle m'a dit mais en fait je suis avec Charles depuis j'ai quitté Charles seulement depuis X jours ou X semaines, je sais plus, mais je suis en relation amicale plus avec Charles depuis 8 mois. Depuis 9 mois. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Bah en fait, c'était pas la première fois qu'il me mentait. Et en plus, il y avait Charles qui m'appelait, qui me harcelait au téléphone en même temps. Je pense qu'il allait vraiment pas bien. Enfin, il allait vraiment pas bien. Et moi, je me suis juste sentie perdue. J'étais en mode complicité avec Lucie et je me suis dit, bon, Charles, c'est quelqu'un de dépressif, il faut aller doucement avec lui. Et en fait, du coup, j'ai décroché du coup à Charles. Et il allait vraiment pas bien, etc. Et en fait, il a plus ou moins compris, parce que j'avoue que je suis pas restée de glace, il a plus ou moins compris ce qui s'était passé, que j'avais eu Lucie au téléphone. Et dans ces cas-là, là, il a complètement vrillé. Il a totalement vrillé. Il voulait me faire ses adieux au téléphone, et là, je lui ai crié dessus. J'ai dû vraiment lui crier dessus en disant « Écoute Charles, je m'en bats les couilles, je veux pas t'écouter. On se donne rendez-vous demain à 12h45 à Grenoble. » Et j'ai raccroché et à chaque fois qu'il me rappelait, je l'engueulais et puis je lui disais écoute, je veux pas écouter tes adieux. Et en fait, effectivement, à 2h45, on s'est vu à Grenoble. Je lui ai dit écoute Charles, ta vérité, j'en veux pas. C'est pas la première fois que tu me mens, il m'avait déjà fait le coup avec une autre. C'était pas son ex, c'était moins grave, mais voilà, c'était dit qu'on se disait les choses, il me l'avait pas dit et j'avais appris par elle. Je ne te connais pas, tu me mens tout le temps. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire la vérité sur un papier, sur qui tu es vraiment. Tu vas lire ce papier 3 fois et une fois que tu auras vérifié qu'il n'y aura vraiment plus aucun mensonge, tu vas me faire lire ce papier. Mais je veux pas écouter ta vérité. Et c'est ce qu'il a fait et je m'attendais à ce qu'il me dise la vérité sur notre relation. Et en fait, il m'a dit la vérité sur toute sa vie, depuis qu'il est en France. Le fait que ses parents, les changements qu'il a fait sur ses parents, comme quoi son père était un riche chercheur dans les coraux. Qui vivait en Australie, alors qu'au final c'était un Philippin drogué qui vendait des coquillages et qui dépensait tout l'argent dans la vente de coquillages pour se droguer. Ses parents avaient fui, enfin du coup sa mère et son frère avaient fui. Et ensuite, fui le papa, tu veux dire? Ouais, fui le papa parce qu'il était devenu violent un soir. Du coup, la mère avait dû travailler en bateau de croisière pendant quelques années, mais du coup Charles et son frère vivaient avec sa famille, ses oncles, ses tantes, etc. Donc c'était beaucoup moins joyeux que ce qu'il m'avait... Donc il m'a dit d'autres mensonges, etc. Et du coup je lui ai dit écoute, ta vie, tes mensonges, tes histoires, etc. Tu vas les dire à tes potes. Et au début il s'est braqué, je lui ai dit si, tu vas lui dire... Et notamment aussi à toutes les potes avec qui il avait couché pendant qu'il était avec son ex. Je lui ai dit, tu leur dis, elles méritent de savoir que t'étais... Qui tu es, ouais. Et puis avec qui tu étais en même temps pendant que tu couchais avec elle. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Et, il a mis une petite semaine à envoyer un grand message à tout le monde. Et ça a été le début de la remontée. Et c'est là où c'était très dur pour moi de le supporter à ce moment-là. Parce que du coup, il m'avait fait trop. C'était déjà trop. C'était le deuxième mensonge qu'il m'avait fait. Il y a eu d'autres problèmes. Il y avait eu des pétages de câble de sa part. Est-ce qu'il a déjà été violent avec toi, verbalement ou physiquement ? Non, jamais verbalement et physiquement. En revanche, il était violent. Physiquement, il pouvait être violent. Mais je savais qu'il me toucherait jamais. Je savais qu'il pouvait se battre et qu'il savait très bien se battre, mais je savais qu'il me toucherait jamais. Et il a jamais été ni violent physiquement, ni moralement avec moi.
Il y a eu toujours un très très grand respect de sa part. Et est-ce qu'à partir du moment où il t'a fait lire sa lettre et qu'il a envoyé un message à toutes les personnes à qui il a pu mentir, comment toi tu t'es comportée avec lui? Est-ce que tu as pris tes distances? Oui, alors moi du coup là on se retrouve au deuxième confinement, donc entre octobre et décembre à peu près. Moi du coup j'étais en télétravail puisque du coup en architecture on télétravaille à fond. Et je voulais prendre mes distances. Je lui ai dit écoute Charles, j'ai besoin de prendre des distances, vraiment. J'ai besoin de couper net, là j'ai vraiment besoin de réfléchir, etc. En fait, lui, il m'aimait tellement qu'il n'a pas du tout respecté le silence. Il bravait le confinement, il allait devant chez moi, il me demandait à parler, etc. Devant chez mon père, du coup, puisque du coup j'étais chez mon père. Il me demandait à parler, du coup on se voyait, mais moi ça me perdait de ouf. Et je lui disais, mais je peux pas, arrête, respecte mon silence, parce que là ça devient flippant que tu viennes devant chez moi, alors que je t'ai jamais entendu et que je suis en cours à distance, quoi. Et finalement, est-ce que tu as coupé court et t'as arrêté de lui répondre? Je me suis un peu énervée, il a compris. Enfin, je me suis beaucoup énervée, il a compris. Et en fait, j'ai décidé de lui donner une dernière chance. Donc ça, c'était du coup en décembre-janvier. Et en décembre-janvier, mais j'avoue que là, c'était déjà trop pour moi. Et j'ai essayé de continuer cette relation. Et au final, ça ne l'a pas spécialement... Ça l'a pas spécialement fait parce qu'en fait, il était dans la drogue aussi. Étant donné qu'il était... du coup, il s'est toujours un peu débrouillé tout seul. Ouais. Il vendait de la drogue. Je sais pas ce qui s'est passé, je connais pas la vraie histoire parce que je pense qu'il a rementi après avoir redit... je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, tout du moins, il avait 2000 euros à donner à quelqu'un. C'est énorme. Depuis l'année dernière. Donc depuis le premier confinement. Qu'il comptait du coup réguler en vendant de la drogue. Exactement. D'accord. Mais c'était les 2000 euros qu'il devait à quelqu'un. C'était aussi de l'argent de la drogue. Ouais, ok. C'était dû à la drogue. Et moi, déjà, entre-temps, je lui avais filé de l'argent parce qu'apparemment, il était un peu dans la mouise. Donc, j'avais filé 50 euros par là, 100 euros par là, 200 euros par là. Et en fait, il s'est fait taper en mars. Moi, j'étais à Paris. Par les gens à qui il devait de l'argent? Par les gens, justement, ouais. Et qui devait l'argent. Je lui ai dit, ça faisait déjà plusieurs fois que je lui disais rembourse les gens. Et le problème, c'est que quand on a commencé à s'attaquer à lui, je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est ses proches. Donc, c'est ses proches, c'est soit sa mère, soit ses frères, soit moi. Parce que tout le monde savait qu'il était fou de moi. Et du coup, j'étais en danger juste de fait. Genre, c'était pas. Enfin voilà, c'est le monde de la drogue et il avait déjà un pote qui s'était fait tuer pour un coup de pression. Ok. Ici en France ou aux Philippines? Ici en France, ouais, à Grenoble. Et du coup, je me suis dit, écoute, Charles, là c'est trop. Ce que tu vas faire, c'est que je vais te filer cet argent, mais je vais te filer cet argent seulement si tu arrives à me le rembourser avant juin. J'étais dans une période où je gagnais pas beaucoup d'argent, j'arrivais à me débrouiller sans payer l'appart parce que mes parents m'aidaient, mais du coup à me débrouiller avec 200 euros par mois pour les allers-retours à Grenoble, etc. Et je lui ai dit, écoute, tu vis comme moi jusqu'à juin, et si tu travailles, tu arriveras à me rembourser. Mais tu vis comme moi jusqu'à juin. Et en fait, c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a commencé à me rembourser et puis d'un coup, j'ai plus rien vu. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, il me doit encore 1700 balles. Donc en fait, sur 2000 euros, il t'a remboursé 300 euros. Sur 2000 euros, il m'a remboursé un peu plus parce qu'il me devait encore 500 euros. Ah oui, waouh. Mais il m'a remboursé jusqu'à juin et ensuite il s'est mis en arrêt maladie parce que il faisait des soirées, il est complètement tombé dans la drogue après parce que du coup quand je l'ai quitté, c'était trop pour moi, je l'ai quitté. Il est complètement retombé dans la drogue, il s'est... Enfin en fait moi qui tirais vers le haut, il s'est complètement jeté en bas. Il a fait un grand plongeon en bas, il a fait des afters de 3 jours. Il cherchait pas spécialement de taf. Il arrivait en retard au taf parce que du coup il faisait des soirées jusqu'à 6h du matin, il arrivait drogué à son taf. Il se mettait en arrêt maladie alors que, enfin à la moindre chose quoi. Du coup c'était trop pour moi. J'ai préféré, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages. Et en fait en décembre dernier, donc ça faisait déjà 9-10 mois qu'il me devait de l'argent. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé des messages tous les jours pour qu'il me rembourse tous les jours. Est-ce que tu avais des signes de vie? Est-ce qu'il répondait à ces messages?
Il y en a auxquels il répondait, mais il faisait énormément l'autruche. Il se cachait derrière ça, derrière la barrière du téléphone, parce que du coup, si tu réponds pas, c'est bon. Donc j'ai contacté sa mère, je lui ai dit tout ce qu'il faisait, notamment ses problèmes avec la drogue, le fait que s'il n'arrivait pas à me rembourser alors qu'il avait un travail et qu'il n'arrivait même pas à me donner 50 ou 100 euros, ça veut dire qu'il consommait plus que ce qu'il vendait. J'ai tout dit à sa mère, vraiment, j'en avais marre. Et en fait, sa mère n'a pas du tout été un soutien. Qu'est-ce que tu attendais d'elle quand tu lui as parlé ? J'attendais un soutien, j'attendais à ce qu'elle me dise écoute, tu as entre guillemets sauvé mon fils, donc je vais me tenir garante du fait qu'il te rembourse. Elle a rien dit, j'ai jamais eu un seul message de sa part. Le seul message de sa part que j'ai eu, c'était elle disait non mais je suis à découvert. Est-ce qu'elle était au courant de ces problèmes de drogue Je sais pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, je lui ai dit, mais je sais pas si elle était déjà au courant. Maintenant, elle l'est, mais je sais pas. Je pense qu'il y a eu des interactions avec mais aucune avec moi. Et est-ce que tu es encore en contact avec cette personne actuellement ou avec Charles, je veux dire, ou pas du tout ? Je suis encore en contact, mais déjà ça s'est amélioré parce que du coup, ne sachant pas quoi faire, j'ai contacté sa copine. Parce qu'il s'est remis avec quelqu'un d'autre du coup. Ouais. Il s'est remis avec quelqu'un d'autre. Et j'ai contacté sa copine et je lui ai expliqué tout et on a fini par faire un FaceTime à nouveau. Donc c'était un peu le serpent qui se mord la queue, donc à nouveau l'ex et la copine. Ouais. Et en fait, elle a vraiment compris, elle a pas mal défendu Charles. Elle a plus défendu que la vérité. Parce qu'au final, il faisait des afters beaucoup, il se droguait beaucoup, etc. Elle a pas mal embelli les choses. Ouais. Mais en tout cas, elle a dit qu'elle se tenait garante du fait qu'il me rembourse. Et en plus de ça, Charles, ayant très peur de perdre sa nouvelle copine, qui vraiment était la seule personne qui la soutenait, parce que du coup, maintenant, avec cette histoire, même c'est les potes de Charles qui étaient vraiment les potes de Charles, se sont vachement éloignés de Charles. Et en plus de ça, en sachant, il m'appréciait beaucoup et en plus de ça, en sachant ce qu'il m'avait fait, j'étais d'autant plus, entre guillemets, dégoûtée du comportement de Charles. Oui. Donc ouais, sa copine, c'était la seule personne qui lui restait. Donc il avait très peur de perdre sa copine. Et dans ces cas-là, il m'a dit, écoute, je vais faire tout ce que je peux, mais je vais te rembourser, etc. Donc en fait, il y a la copine de Charles qui veut qu'on me rembourse et il y a Charles qui veut ne pas perdre sa copine et donc qui veut me rembourser. Il faut savoir que Charles a toujours voulu me rembourser, simplement il s'est fait avoir par la drogue plus que pour me rembourser, quoi. Et donc finalement, même si elle t'a assuré qu'il allait le faire, t'as toujours pas vu cet argent sur ton compte. Non. Et est-ce que ça vous arrive de vous parler, ne serait-ce que pour prendre de vos nouvelles, ou le contact est rompu en soi ? Alors, avant juillet, je dirais que c'était impossible. Depuis que j'ai appelé sa copine, etc., et qu'on a vraiment mis les choses au clair, la dernière fois, ça m'est arrivé justement de vraiment prendre des nouvelles de lui, parce que justement, je voyais qu'il était motivé à me rembourser. Donc moi, j'ai absolument aucune animosité envers Charles. En revanche, cet argent-là, c'est l'argent vraiment que j'ai mérité, parce que c'était au moindre temps que j'avais, aux moindres vacances que j'avais, quand on dit que les étudiants ont beaucoup de vacances et que c'est cool, c'est vrai, mais en fait c'est faux parce qu'au final on passe nos vacances à travailler. C'était vraiment de l'argent que j'avais fait, j'étais pas partie en vacances, j'avais vraiment bossé, de base c'était de l'argent que je vais utiliser pour partir en Australie, et qui n'a pas pu se faire avec le Covid, mais c'était de l'argent qui était important pour moi. Au final, il m'avait privé cet argent, donc j'avais aucune animosité vers lui, mais j'avais vraiment envie de récupérer cet argent. C'était vraiment de l'argent... J'avais mis du cœur à l'ouvrage à le gagner. Est-ce que c'est cette histoire qui a créé le fait que tu ne veux plus reconstruire quelque chose de stable et de durable avec un autre homme ? Ouais, en fait c'est pas seulement cette histoire, c'est aussi l'histoire avec mon premier ex. Mais en fait, dans toutes mes relations, j'ai poussé la personne vers le haut. À tel point que ça me fatiguait puisque je m'en oubliais moi. Je pense que j'ai vraiment besoin aussi d'être égoïste et de penser à moi et à mes potes, parce que j'accorde une très grande importance à mes potes et à ma famille, que je ne peux pas accorder si jamais je suis en couple. J'ai l'impression que si je suis en couple, forcément quand je vais être en couple, je vais passer beaucoup plus de temps avec la personne. Du coup, ça va être du temps en moins. En tout cas, c'est comme ça que je vais le voir. Du temps en moins avec ma famille, mes amis,
alors que je bosse déjà énormément et que j'ai pas beaucoup de temps déjà de base pour eux. Donc pousser vers le haut et toute l'énergie et le temps qu'on y met dans un couple, c'est ça qui fait que je ne veux plus m'enfouir et me noyer dans une relation. Et si ça se présentait à toi naturellement sans créer une rencontre forcément, est-ce que tu penses que tu serais à l'aise avec le fait de bâtir quelque chose avec un homme, ou même si la personne est super chouette et t'inspire peut-être de l'amour, etc., tu préférais rester concentrée sur toi et ton entourage actuel? Je pense que je serais ouverte à une relation, mais si je suis ouverte à une relation, ce sera vraiment quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est stable avec lui-même. Qui est stable avec lui-même. Ouais, et puis surtout qui a un besoin professionnel aussi grand que le mien, entre guillemets. Donc que vous ayez des mêmes ambitions. Voilà, c'est ça, les ambitions. Ouais. J'ai 3 jobs et je sais que si la personne n'a pas plein de jobs, ça le fera jamais. Parce qu'elle comprendra jamais le fait que je suis jamais là, etc. Déjà, j'ai des potes qui ont du mal à comprendre. Donc je sais pas si le fait d'avoir un copain qui n'ait pas ce rythme de vie comprendra. Et finalement, si tu devais tirer une leçon de cette histoire que tu as vécue avec Charles, qu'est-ce que ce serait? Cette histoire m'a beaucoup apporté, mais après j'ai tendance à faire confiance très rapidement. J'ai continué de faire confiance très rapidement, mais quand il y a autant d'argent en compte, je pense que j'aurais fait les choses différemment. Je pense que j'aurais dû abandonner avant parce que j'étais allée voir un psy parce que j'étais vraiment perdue. Et la phrase qui m'a vraiment libérée, c'est quand le psy m'a dit écoute, c'est pas comme si tu le quittais à la moindre engueulade. Là, t'as vraiment eu plein d'événements qui se sont passés, parce que du coup là j'en ai raconté 2, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu plein d'événements qui se sont passés et t'as toujours essayé de le pousser vers le haut. Ne t'en veux pas, en fait, elle m'a dit, ne t'en veux pas du fait de vouloir abandonner une relation alors que tu as tout donné. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée, et généralement j'ai tendance à pousser les relations vraiment jusqu'au bout du bout pour faire plaisir à la personne plus que pour me libérer moi. Donc si je devais en tirer quelque chose, je pense que maintenant j'abandonnerais beaucoup plus vite, mais du coup pour mon bien, plutôt que de continuer à faire plaisir à la personne. En tout cas, moi, d'un regard extérieur, ce que j'entends, et du peu que j'en ai écouté à propos de Charles et de son histoire, parce qu'évidemment que c'est qu'un chouïa parmi tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance, c'est qu'il y a quand même probablement une enfance, du coup, parce que j'imagine que les problèmes de son papa ne durent pas que depuis 2-3 ans, mais ils doivent être profondément ancrés dans une histoire de vie en tant qu'enfant et ou d'adolescent. C'est qu'il y a quand même, évidemment des problèmes liés à cette période de sa vie qui naturellement l'affectent encore maintenant. Les rapports que tu as eus avec sa mère, elle a l'air d'être assez détachée finalement de ce qui concerne la santé de son fils et sa sûreté, etc. Parce que tu lui as quand même fait part du danger dans lequel il était. Et ça n'a pas l'air de l'avoir grandement inquiété. Donc on pourrait peut-être imaginer que finalement il n'a pas vraiment de soutien du côté de sa famille. Et s'il se sent dans cette, je dirais pas forcément obligation, mais dans cette nécessité de mentir aux personnes qu'il rencontre, dont toi qui étais sa copine, même si après il y a eu une relation ambiguë qui n'était pas si engagée que ça, t'as quand même été sa chérie à un moment donné. C'est quand même qu'il y a ce besoin de se réinventer en fait, de s'échapper complètement de la réalité dans laquelle il est, pour se construire quelque chose et finalement peut-être déjà à ses propres yeux créer une image de ce qu'il aimerait être, de la vie à laquelle qu'il aurait aimé vivre, et puis ensuite dans un second temps montrer cette image de tout ce qu'il n'a pas mais de ce qu'il aimerait aux autres. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il est vraiment très ancré dans toutes ces idées de mensonges, et en plus de ça j'ai l'impression qu'à travers ces histoires amoureuses, alors peut-être que je vais trop loin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'à travers ces histoires amoureuses, il recherche vraiment cette stabilité, cette ancre. Ça a été avant toi son ex, puis ça a été toi, puis ça a été cette tierce personne après toi, où finalement, comme tu me l'as dit, c'est qu'il voulait pas te lâcher, et en fait il était prêt après toi à ne plus lâcher cette personne, et donc à absolument vouloir te rembourser, bien que ça n'a pas été fait, ou peut-être que ça se fera plus tard, parce qu'il ne voulait pas la perdre. Donc en fait il y a vraiment le besoin, je pense, de s'attacher à quelqu'un parce qu'il y a un problème d'insuffisance qu'il a auprès de lui, qui du coup se traduit par tous les mensonges et se traduit par le besoin
de se sentir ancré, mais pas en soi, ancré en quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je comprends. Et par rapport à ce que tu me disais, tu sais, le fait que tu es très dans la persévérance quand ça va pas avec cette personne, que tu donnais vraiment tout ce que tu avais à donner pour la sauver, et que du coup ça crée comme un déséquilibre dans ta vie parce que tu trouvais plus le temps ni l'énergie à accorder aux autres. Je pense que c'est quelque chose qui t'appartient, de savoir trouver l'équilibre justement, savoir trouver la balance entre il y a moi, il y a cette personne et il y a naturellement ce nous parce que 1 plus 1 égale 3. Et il y a également toutes les personnes qui déjà sont là dans ma vie et qu'il faut pas que je mette de côté. Et je suis d'accord avec toi du fait que je pense que ce qui te ferait naturellement du bien dans une prochaine relation, ce serait quelqu'un qui a les mêmes ambitions que toi au niveau du travail parce que tu es quelqu'un qui accorde énormément d'importance à sa vie professionnelle et qui se donne vraiment les moyens pour arriver à ses fins. Et donc c'est vrai que d'être avec quelqu'un qui finalement te pénalise et t'handicape dans tes propres projets et dont tu as limite un rôle plus même de mère que de copine, ça te bloque complètement pour toi te réaliser en fait. C'est comme ça que j'entends ton histoire. Complètement. Ça, le plus grand problème justement avec moi, ça a été prendre le rôle de mère plutôt que de copine. C'était pas un rôle égalitaire et on s'apportait pas chacun, c'était moi qui apportais à l'autre, voir qui l'éduquait, voir qui le sauvait entre guillemets. Et ouais, ça a été beaucoup ça et puis ça a été ça aussi dans ma famille. Et si t'avais quelque chose à lui dire à Charles aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait pour finir le podcast sur cette petite note? Si je devais dire quelque chose à Charles, ce serait... c'est assez dur. Je pense que je lui dirais que je ne lui en veux pas. Parce que vraiment avec tout ça, même avec tout ce qui s'est passé et le nombre de fois où je me suis énervée, où j'ai hésité à appeler la police pour le dénoncer parce que du coup il continuait à vendre. Et je ne lui en veux pas. Mais juste, j'étais énervée de ne pas avoir cet argent. Et j'aimerais bien que ce Charles se arrête. Vraiment tout ça, c'est plus facile à dire qu'il va faire. J'aimerais bien qu'il arrête et qu'il à nouveau se pousse vers le haut à nouveau et qu'il n'ait pas besoin d'une tierce personne pour se pousser vers le haut parce qu'il en est capable. Merci en tout cas Alice pour nous avoir raconté cette histoire qui a dû profondément te marquer. En tout cas, tu l'as racontée avec toute la sincérité, je l'ai vu dans tes yeux pendant tout le temps où on a enregistré. Et j'espère t'accueillir de nouveau sur la pétillance. Alors pas forcément pour que tu nous racontes une de tes histoires, mais tu sais, je t'avais dit que j'aimerais bien parfois créer des conversations autour de sujets un peu plus vastes que l'histoire de quelqu'un en particulier. Donc si un jour tu veux revenir, ce sera avec grand plaisir. Très grand plaisir. Bisous tout le monde, prenez soin de vous et puis nous on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!